Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République a reçu au Palais national le sénateur Joseph Lambert du CONA et Éric Jean-Baptiste du RNDP ce jeudi 26 décembre. Des anciens maires intérimaires d'Haïti appellent au remplacement des magistrats élus par des agents nommés à partir de janvier 2020. Avec un taux de croissance négatif de moins 1,2% en 2019, Kester Farrell, président du groupe Croissance, tire la sonnette d'alarme. Le président Jovenel Moïse a reçu le sénateur Joseph Lambert et Éric Jean-Baptiste au Palais national ce 26 décembre. Après avoir décliné l'invitation du 20 décembre dernier à cause des erreurs commises dans les précédentes correspondances, l'élu du Sud-Est et le secrétaire général du RDNP ont finalement rencontré le chef de l'État afin de discuter de la crise actuelle et de ce qu'il faut faire pour la résorber. Une rencontre qui a duré plus de 4 heures. Une autre rencontre entre le président et d'autres leaders de l'opposition est prévue pour ce 27 décembre. 10 députés de l'opposition écrivent au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Roudy Ali, ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, pour leur demander de rétracter les communiqués donnant une valeur légale à la nouvelle carte d'identification nationale SIN. D'un autre côté, le COAN, le RNDDH, le CEJILAP et le CARD, 5 organisations de défense des droits humains, demandent également à la Cour des comptes et du contentieux administratif de se saisir du dossier en raison des soupçons de corruption qui entourent le processus d'attribution de ce marché à la firme Dermalog. Le collectif des anciens maires intérimaires d'Haïti demande au président de la République de remplacer les magistrats élus dont le mandat arrive à expiration par des agents nommés à partir de janvier 2020. En conférence de presse ce jeudi, ces anciens agents exécutifs intérimaires ont contesté la position exprimée par la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, qui réclame que les maires restent en poste jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouveaux élus. L'Union des organisations des forces sociales d'Haïti, UNIFOS, critique le maigre bilan de la 50e législature. Les représentants d'UNIFOS ont dénoncé la gabegie administrative au palais législatif et tenu les parlementaires pour responsables de la misère qui sévit dans les quartiers populaires. Au 2e lundi de janvier 2020, le président Jovenel Moïse doit constater la caducité du Parlement pour ensuite renvoyer le dernier tiers du Sénat, a déclaré le coordonnateur général de l'UNIFOS, David Kossi. Suivez ces déclarations. 50e législature, à savoir les députés, les sénateurs de la République. Monsieur, vous n'avez fait 4 ans comme député, vous avez presque fait 6 ans comme sénateur, mais mon loi, vous n'avez pas légifieré en faveur de la population haïtienne. Mais le qui est état, monsieur, mettez-nous. Monsieur, mettez-nous dans un état difficile. Je dis, messieurs, dames, les membres de la presse, si nous suivons l'état monde qui vit dans le quartier populaire, c'est un état qui est vraiment difficile. Je dis, nous-mêmes au niveau de l'UNIFOS, nous-mêmes au niveau des femmes combattantes avisées, nous disons, monsieur, on va quitter des caisses dans le ministère du tout. Nous avons dit avec son excellence, monsieur Jovenel Moïse, à partir de 2e semaine du mois de janvier, nous ne pouvons pas reconnaître sénateur grand manger ça encore. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun député. Au contraire, s'il reste l'argent qui est dans le caisse parlement, mettez-la loin pour faire développement, pour faire social en dans le quartier populaire. La Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, CNDDR,
salue l'action de la police qui a permis l'arrestation mardi soir d'un présumé trafiquant d'armes dans la zone de Puy-Blain-Neuf. Jean Rebelle d'Orsena, membre de la CNDDR, parle de grand succès qui traduit la détermination des autorités. Il estime que cette arrestation va dans le bon sens pour rétablir la confiance dans le pays. Toutefois, des doutes subsistent autour des circonstances de cette arrestation. En effet, il n'y a eu aucune communication officielle de la PNH jusqu'à ce soir du 26 décembre. Au cours de l'année 2019, de nombreux policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, laissant des veuves et des orphelins dans le deuil. Pour apporter un soutien à ces veuves, le Bureau de la Première Dame, l'Office national de la migration, de concert avec l'Association des femmes de policiers victimes en fonction, ont organisé ce jeudi leur repas annuel. À l'occasion de la célébration des fêtes de fin d'année, en ma qualité de coordonnateur de l'ONM et de concert avec les cadres et tout le personnel de l'institution, il a été décidé d'organiser cette journée de solidarité avec les veuves des policiers ayant trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. La police là lui-même il connaît qu'il devoir que le gagne vis-à-vis de nous. Bay petit pas dit chiche. La police là fait de son mieux, nous connaît qui problème administratif qui gagne pour autant capable ba nous ça yo doué. La vie petite policier a pas fini parce que papa n'est pas là. La ville pas été campé là pour pas à l'école parce que maman n'est pas là. Même si mon nan 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il refait vivre avec le monde. Il était de mérite que ça gagné pour le mener, vin tourner un vrai citoyen, c'est petit ton policier lié. Bonsoir Luckner Garot et bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Donc Luckner, vous êtes un spécialiste des questions économiques, financières, budgétaires, etc. etc. Kessner Farrell, président du groupe Croissance, a convoqué une espèce de conférence de presse aujourd'hui pour un peu faire le bilan de l'année 2019 et même faire certains retours sur la dernière décennie et voir comment les choses avaient évolué. Alors, vous y étiez, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ramené de cette conférence de presse? Alors, c'est le temps des bilans. On est à la fin de l'année jusqu'au 10 janvier, peut-être, ça va continuer. Bilan économique, sur le plan éducation, politique et sociale. Mais Kessner Farrell, lui, c'est l'économie. C'était l'occasion pour le PDG du groupe Croissance de présenter un tableau, malheureusement, un tableau préoccupant. Et c'est sans surprise. Sans surprise, on peut dire que les économistes se mettent d'accord pour dire que 2019 a été une catastrophe pour l'économie. Ça, on peut le dire, avec les différents épisodes de LOC qu'on a connus, avec cette instabilité politique, ces incertitudes, l'économie ne fonctionnait pas et on a eu ce qu'on a eu comme résultat, un taux de croissance de moins 1,2%. Taux de croissance négatif après 10 ans. Ça fait plus de 20 ans que ça ne s'était pas produit. Donc, moins 1,2%. Oui, depuis 2010, on va dire, après le temps monétaire, on a eu un taux de croissance négatif, mais depuis, c'est la première fois. Donc, le tableau, ça donne quoi? Le tableau donne des citoyens haïtiens qui ont vu leur pouvoir d'achat s'effondrer. Ça, c'est ce qu'on peut résumer du tableau présenté par Kessner Farrell. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, on présente les chiffres. Et on vient ici, on dit que l'inflation est à 20%. C'est un chiffre. On dit que le taux de croissance est à moins 1,2%. Les gens écoutent. Le taux d'échange, 91 gouttes pour $1 aujourd'hui. Les gens écoutent ces chiffres et essaient de dire, ah oui, c'est vrai, ça va mal. Mais quand maintenant on met des images sur ces chiffres... Oui, quand on essaie de voir ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours. Justement, donc c'est là que ça devient préoccupant. Donc, quand on a un tableau qui dit que de novembre 2018 à octobre 2019, le taux d'inflation est passé de 14,5 à 20,3. Ça veut dire l'argent que tu avais entre les mains entre novembre 2018 et octobre 2019 a perdu 20% de sa valeur. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire aussi que quand le taux de change était en octobre, en novembre 2018, à 70 gourdes par exemple, et que
En octobre 2019, moins d'un an, il est passé à 93 gouttes pour $1. C'est-à-dire que la monnaie nationale, la gourde, la monnaie que généralement on dispose en Haïti, a perdu 30% de sa valeur. Donc, les 1000 gourdes que tu avais en main en novembre 2018 a perdu 30% de sa valeur en octobre 2019. D'où la perte du pouvoir d'achat. Justement. Parce que dans le même temps qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a aussi la hausse des prix. C'est ça, c'est l'inflation. Parce que ça coûte plus cher puisqu'il faut trouver des dollars donc pour acheter, pour importer. Et donc, tout augmente pendant que les revenus baissent. C'est ça. Donc, l'argent ne rentre pas. Mais, parallèlement, tout ce que tout ce dont tu as besoin pour votre quotidien augmente pratiquement. Donc, Kessner Farel estime que le pouvoir d'achat des citoyens s'est effondré depuis pratiquement 2 ans. Et ça se traduit par quoi? Par la création de la misère. Avant, on parlait des gens vulnérables, des gens qui vivaient avec $4 américains par jour. On parlait des gens pauvres, $2. L'extrême pauvreté, moins de $2. Maintenant, il faut ajouter la misère désormais, selon Kessner Farel. Donc, ces gens qui étaient vulnérables en 2017, aujourd'hui, ils sont pauvres. Ouais, on est passé et ceux qui étaient pauvres sont devenus extrêmement pauvres. Voilà. Et ceux qui étaient extrêmement pauvres sont carrément dans la misère aujourd'hui. On est passé de la précarité à la pauvreté, de la pauvreté à la misère. L'extrême pauvreté à la misère. Voilà, donc c'est un peu ça pour traduire. Quand on parle de ces chiffres, 20% d'inflation, 30% perte de valeur sur abstrait. Il faut aller maintenant dans le concret, dans les assiettes des familles, dans la poche des citoyens pour comprendre que c'est plus difficile maintenant. Un enseignant qui avait 10 000 gouttes comme salaire, qui après 3 mois de loc n'a pas pu avoir accès à ces 10 000 gouttes d'ailleurs, mais même avec ces 10 000 gouttes, il n'arrive pas à faire tout ce qu'il savait faire avant, qui était déjà très limité. Voilà. Donc un enseignant qui était très vulnérable, aujourd'hui est devenu soit pauvre ou extrêmement pauvre par rapport à la situation. Donc Kessner Farel a voulu camper ce tableau avec un côté humain, pour dire que quand on parle des chiffres, c'est ça qui est derrière tous ces chiffres. C'est ça. Mais on est arrivé là, pourquoi? Parce que justement, l'État haïtien n'a pas su gérer ses finances. Il faut dire ça. Bien entendu. Avec un État qui vit au-dessus de ses moyens. Absolument. Donc, on a connu des périodes, des déficits budgétaires que la BRH a dû combler certaines fois, et ça a créé l'inflation. Quand la BRH donne des gourdes à l'État haïtien pour combler ses déficits budgétaires, les gourdes qui arrivent sur le marché n'ont pas été créées parce qu'il y avait de la production, donc c'est l'inflation. Oui, c'est la planche à billets, comme on dit. Voilà. Oui. Maintenant, deuxième aspect, c'est l'instabilité politique. On a connu une année 2019 où l'État devait rentrer 9 milliards de gourdes par mois, par exemple, 9,5 milliards de gourdes par mois pour pouvoir atteindre les prévisions de recettes. Mais parfois, l'État n'arrive pas à collecter 4 milliards de gourdes. Pourtant, l'État continue de fonctionner normalement avec masse salariale, etc., fonctionnaires à payer et tout. Donc, il y a un déficit à combler. Étant donné qu'il y a eu un pacte entre la BRH et l'État, la BRH ne veut pas combler le déficit budgétaire au complet, l'État maintenant joue sur ce qu'on appelle arriéré de paiement. L'État fait des contrats mais ne paie pas. Donc, on diffère les paiements. Donc, il y a des arriérés. Les arriérés sont là. C'est la police qui ne peut pas avoir son salaire. Ce sont les employés qui n'arrivent pas à toucher, qui font des grèves tous les jours. Donc, les arriérés de salaire existent, de paiement existent. Donc, c'est une autre formule pour l'État de compenser ce que la BRH ne veut pas couvrir en termes de déficit budgétaire. Donc, c'est un petit peu ça la réalité. C'est ce qui nous a conduit à un taux de croissance de moins 1,2%. C'est-à-dire on n'a pas créé de la richesse, c'est ça le taux de croissance, mais pire encore, on a perdu de la richesse. Donc c'est un taux de croissance négatif. Donc c'est un petit peu ça le tableau présenté par Kessner Farel sur l'année, mais il y a aussi le tableau sur 10 ans. 10 ans, c'est depuis 2010. 2010, on a connu le tremblement de terre, il y a eu beaucoup de dons, des promesses, etc. On a connu un pic dans le taux de croissance, on est passé, on a eu tellement de bons résultats que nos dirigeants ont voulu faire d'Haïti un pays émergent d'ici à 2030. Vous avez entendu peut-être Laurent Lamotte parler de ça, parce qu'il y avait de l'espoir. Oui. Et aussi avec le slogan Haiti is open for business. Il y a eu Petro-Caribé. Pendant 4-5 ans, le taux de change était stable, parce que le pétrole se vendait cher sur le marché international, donc ça nous rapportait gros parce qu'il y avait le programme Petro-Caribé. Mais après Petro-Caribé, après que des pays se sont retirés de la CIRH et commençaient à manquer d'argent en termes d'appui budgétaire. Donc on a vu que ça a chuté et aujourd'hui on est passé de taux de croissance de 5 par exemple en 2011 à moins 1,2% en 2019. Donc sur 10 ans, on n'a pas fait grand-chose
on n'a pas avancé, on n'a pas progressé. Au contraire, le taux de croissance a chuté et aujourd'hui, on est dans cette situation. Maintenant, bon, ce tableau, malheureusement, tout le monde le vit au jour le jour. Et vous avez raison de dire que taux de croissance négative, 20% d'inflation, taux de change, etc., c'est très abstrait. Mais quand on vit ça dans le concret, ce sont des drames humains qui s'accumulent et qui deviennent de plus en plus tragiques. C'est ça. Essayons quand même d'avoir une petite touche positive. Qu'est-ce que Kessner-Farrell, donc, qu'est-ce qu'il préconise? Qu'est-ce qui, d'après lui, devrait être fait là, tout de suite, pour enrayer cette hémorragie et peut-être essayer de relancer la machine? Pas qu'un secret n'en fait qu'au là, c'est ça que Kessner-Farrell a dit. Et la chose est simple. Aujourd'hui, un pays ne peut pas fonctionner sans budget. Il n'y a aucun moyen. Il faut savoir où on en va. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas de budget. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de budget. On a reconduit le budget 2017, qui ne cadre vraiment pas avec la réalité. C'est une évidence. Donc, aujourd'hui, Kessner-Farrell préconise qu'il y ait d'abord un gouvernement qui puisse rédiger un budget et le déposer devant un Parlement. Bon, le Parlement, c'est un petit peu abstrait parce que là, on ne sait pas ce qui nous attend. Encore, Donc, mais c'est ça. C'est ça, il faudrait d'abord un gouvernement qui puisse rédiger un budget déposé devant le Parlement. Ça va faire, l'État va avoir un budget, un cadre normal pour dépenser. 2, les amis d'Haïti vont revenir autour de la table avec de l'argent parce qu'il y a un gouvernement légitime et un budget. Et c'est la condition sine qua non. Justement. Donc ça peut faire une différence. Il y a aussi que les acteurs de la société civile s'engagent à veiller sur le comportement de l'État, sur sa gestion, sur ses dépenses, afin qu'on puisse vraiment avoir l'austérité tant souhaitée. Et que chaque acteur, c'est ce qu'a préconisé Kessner-Farrell, essaie aussi de contrôler sa relation avec l'argent. Comment on consomme, comment on dépense, quelle est la relation qu'on a avec l'argent. C'est aussi un devoir de chaque citoyen, parallèlement à ce que doivent faire les autorités. Chaque citoyen doit aussi changer de comportement financier afin de mieux consommer, de mieux gérer son argent. Et comme ça, et si on le voit, si on peut sortir du trou, c'est le conseil prodigué par Kessner-Farrell ce jeudi. Oui, mais malheureusement, pour avoir un gouvernement, encore faut-il qu'il y ait une possibilité de dialogue et cette perspective. Bon, même si les choses commencent à changer un petit peu, il y a quelques visites qui se font, quelques contacts, quelques rencontres, mais bon, c'est sûr que j'ai pas l'impression qu'on aura un chef de gouvernement avant le 1er janvier, comme ça avait été annoncé. Non, c'est pas sûr. Grand point d'interrogation. Avec seulement une rencontre avec 2 personnalités politiques, c'est pas sûr. Mais il faut toujours garder en tête que l'instabilité politique tue l'économie. Ça, c'est clair. C'est pas un secret, pas besoin d'être économiste pour le savoir. Maintenant, entre le pouvoir et l'opposition, est-ce qu'ils vont comprendre la nécessité de penser à l'économie? Parce que quand il y a l'instabilité politique, l'économie en pâtit, ça crée de la pauvreté. La pauvreté va engendrer l'insécurité. L'insécurité va engendrer l'instabilité. On va revenir. Et c'est le cercle vicieux. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut s'arrêter quelque part et dire on pense à l'économie, peut-être donner une place. Merci infiniment Luc Néagaro de nous avoir fait ce résumé, tableau un peu sombre, évidemment, il faut le dire, de la situation de 2019. Et alors quoi, vivement que nous arrivions en 2020 pour oublier, pour tirer un trait sur 2019, en espérant que nous allons pouvoir démarrer sur de nouvelles bases. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut donc changer les causes. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci Luc Néagaro. Voilà, c'était Luc Néagaro qui reprenait l'essentiel de ce que Kessner-Farrell, président du groupe Croissance, avait développé aujourd'hui sur la situation financière économique du pays. Tableau, nous l'avons dit, un peu sombre, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut s'engager. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. J'espère que vous avez passé, en dépit de tout, de joyeuses fêtes de Noël. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.